Dans la quiétude de son jardin d'Aix-en-Provence, Hélène Dubois humait le parfum de la lavande, un baume réconfortant où flottait pourtant la solitude poignante laissée par l'absence du rire de son mari. Chaque matin était un rituel immuable, une douce mélodie pour apprivoiser le silence. Après avoir lu les titres de la Provence en buvant son café filtre, elle marchait jusqu'à la petite place du quartier. Sa main effleura le banc de pierre que Jean-Luc avait construit, symbole de l'héritage solide et durable qu'ils avaient bâti ensemble, un héritage qu'elle devrait bientôt défendre corps et âme. « Bonjour Madame Dubois », lança Julien depuis sa boulangerie, le visage enfariné. Comme d'habitude. Elle lui sourit, reconnaissante pour cette familiarité. Avec sa baguette tradition et son chausson aux pommes, elle rentra chez elle, satisfaite de cette vie simple, de cette communauté discrète, de cette prudence qui était la clé de voûte de son existence. C'est pourquoi le son rauque d'un moteur puissant, suivi du crissement des pneus sur le gravier de son allée, détonna si violemment dans cette harmonie matinale. Une berline allemande, d'un noir si lustré qu'il semblait arrogant sous le soleil provençal, venait de se garer. Antoine et Isabelle en sortirent. Son fils portait un costume sans une seule ride et une montre dont le cadran brillait avec insolence. Sa belle-fille, élégante et rigide dans sa robe griffée, semblait évaluer chaque tuile et chaque volet de la maison avec une politesse glaciale. Les retrouvailles furent brèves, presque froides. Leur conversation, faite de noms de restaurants parisiens, de projets de voyages exotiques et de réussites professionnelles, glissait sur Hélène sans trouver de prise. C'était un monde étranger, un langage qu'elle ne comprenait plus. Antoine remarqua le café filtre sur la table. « Va, le café de notre enfance », dit-il avec un sourire qui sonnait faux. « Je suis tellement habitué à ma machine à expresso maintenant. » Après ce qui sembla une éternité de banalité, Antoine se pencha pour prendre une mallette en cuir et en sortit une brochure sur papier glacé. Il la posa sur la table entre les tasses à café. Sur la couverture, une villa spectaculaire, toute de verre et de pierre blanche, surplombait une mer d'un bleu irréel. « Saint-Tropez », annonça-t-il avec une fierté théâtrale. « On y est presque, maman. On a trouvé la maison de nos rêves. » Il lui expliqua leurs projets, leur ambition, leur avenir radieux. Puis, d'un ton qu'il voulait léger, il ajouta qu'il leur manquait une toute petite chose, une simple formalité pour rassurer la banque. « Il faudrait juste que tu te portes garant pour nous. » Le mot « garant » fut prononcé avec une telle désinvolture qu'il en devint obscène. Isabelle posa une main sur le bras d'Antoine et dit, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, « Dis-lui le montant, chérie. Il vaut mieux être transparent. » Antoine, fuyant le regard de sa mère, marmonne le chiffre astronomique, 900 000 €. Hélène fixe la photo de la villa, dont la piscine à débordement semble narguer son modeste jardin. Un nœud glacial se forme dans son estomac tandis qu'elle répond d'une voix blanche, « Je vais avoir besoin de réfléchir. » Le sommeil n'apporta aucun répit à Hélène, le chiffre 900 000 € résonnait dans son esprit, non pas comme le symbole du succès de son fils, mais comme le prix de sa propre ruine. Chaque heure de la nuit fut une bataille contre des scénarios catastrophes où des huissiers saisissaient les meubles de Jean-Luc, où sa maison était vendue aux enchères, où son nom était souillé. Au petit matin, épuisée, elle se leva et se dirigea vers le vieux secrétaire en noyer de son mari, un meuble qu'elle n'avait presque pas touché depuis sa mort. C'est là, en ouvrant un tiroir qui sentait la cire d'abeille et le papier ancien, qu'elle se souvint de sa phrase « Nos économies ne sont pas un trésor, mais un bouclier. Ne laisse jamais personne te convaincre de la baisser. » Ces mots, autrefois une simple maxime, prenaient désormais le poids d'un avertissement solennel. Dans ce même tiroir, elle trouva ce qu'elle cherchait, une carte de visite à l'encre légèrement passée. Maître Lefebvre, notaire. C'était le premier pas concret, la première lueur de résistance. Elle composa le numéro avant même de se faire un café. Le bureau de Maître Lefebvre, niché dans une ruelle pavée du vieil Aix, était un sanctuaire hors du temps. Les murs étaient couverts de boiseries sombres et de rangées de codes civils à la reliure de cuir. L'air y était frais et sentait le papier. Maître Lefebvre, un homme dont les yeux vifs trahissaient une intelligence redoutable sous des cheveux blancs en bataille, l'accueillit avec une chaleur paternelle. Il était l'ami de la famille, le gardien de leurs secrets et de leurs volontés. Hélène lui expliqua la situation, sa voix tremblant à peine tandis qu'elle relatait la visite de son fils. Le notaire écouta sans l'interrompre,
ses doigts joints, son visage se durcissant à chaque mot. Quand elle eut fini, il laissa passer un long silence avant de parler, et sa voix était grave. Et Hélène, ce qu'Antoine vous a présenté comme une formalité est l'un des engagements les plus dangereux du droit français. Se porter garant, c'est une chose. Mais je suis certain que la banque exigera une caution solidaire. Cela signifie que si votre fils et sa femme ne paient ne serait-ce qu'une seule mensualité, la banque n'attendra pas de les poursuivre. Elle se tournera directement vers vous pour la totalité de la dette. La totalité, Hélène. Vous engageriez tout ce que vous possédez, cette maison, vos économies, votre avenir sur leur capacité à rembourser une somme colossale. Le poids de chaque mot s'enfonça en elle comme une encre. Ce n'était plus une peur irrationnelle, mais une menace légale, froide et calculée. Fortifiée par cette terrible clarté, elle rentra chez elle et, après une profonde inspiration, appela Antoine. Le ton de son fils était enjoué, presque triomphant, comme s'il s'attendait à une capitulation. « Maman. Alors, tu as bien réfléchi ?» D'une voix qu'elle s'efforça de garder calme, Hélène répondit « Oui. Et avant toute chose, j'aimerais que tu m'envoies une copie de tous les documents du prêt. Mon notaire, Maître Lefebvre, souhaiterait les examiner. » Le ton d'Antoine changea instantanément, passant de la persuasion mielleuse à une irritation mal contenue. « Maître Lefebvre ? Mais pourquoi ? Maman, tu n'as pas confiance en moi ? Je te dis que c'est juste de la paperasse. Pourquoi compliquer les choses ? Hélène sentit un frisson la parcourir. Il ne s'agissait plus de confiance, mais de survie. Elle tint bon, sa voix se faisant plus froide. « Antoine, pour 900 000 €, je pense qu'un peu de complication est nécessaire. Envoie-moi les papiers. » Un silence trop long flotte à l'autre bout du fil, avant qu'Antoine ne réponde sèchement. « Très bien. Je verrai ce que je peux faire », puis il raccroche, laissant Hélène avec la certitude glaçante qu'il lui cache quelque chose. Une semaine d'un silence tendu de la part d'Antoine s'écoula, pesante et anxiogène. Chaque jour, Hélène se réveillait avec une boule au ventre, guettant le facteur, sursautant à chaque sonnerie du téléphone. Mais les documents promis n'arrivaient pas, et son fils ne donnait aucun signe de vie. Ce silence n'était pas un oubli, elle le comprenait maintenant, c'était une arme. Une forme de punition passive-agressive destinée à la faire sentir coupable, à la faire mariner dans son propre doute jusqu'à ce qu'elle cède. Plusieurs fois, elle avait décroché le combiné pour l'appeler, mais sa main s'était figée. Que lui dirait-elle ? Le supplier ? Le sermonner ? Chaque scénario se terminait par une impasse humiliante. La nuit, le visage de Jean-Luc lui apparaissait en rêve, non pas pour la juger, mais avec une expression d'inquiétude qui la laissait plus désemparée encore à son réveil. Sa maison, autrefois son havre de paix, était devenue une cage où elle tournait en rond avec ses angoisses. Pendant ce temps, à Paris, l'atmosphère n'était pas plus sereine. Dans le grand salon d'un appartement au design minimaliste et froid, Isabelle faisait les 100 pas, son téléphone portable semblant greffé à son oreille. À l'autre bout de la ligne, la voix de sa mère, Madame Garnier, sifflait comme un fouet. « Là alors ? Toujours rien ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Que les Beaumont achètent la moitié de la Côte d'Azur pendant que vous suppliez une vieille femme ? Leur fille, Charlotte, qui a démissionné pour peindre des coquelicots, ses parents lui ont financé une galerie. Une galerie. Et toi, tu n'arrives même pas à obtenir une signature pour une maison. Tu ne vas pas te laisser humilier, Isabelle. Secoue ton mari, qu'il fasse son travail d'homme. » Isabelle ferma les yeux, massant ses tempes. « Maman, ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « C'est sa mère. » Sa mère, coupa Madame Garnier. Sa mère est assise sur une fortune qu'elle n'utilise pas. C'est égoïste. C'est votre avenir qui est en jeu, votre statut. Ne me déçois pas. Après avoir raccroché, Isabelle fixa la brochure de la villa, toujours posée sur la table basse en verre. La maison de ses rêves semblait la narguer, si proche et pourtant si inaccessible, un symbole éclatant de son propre échec. N'en pouvant plus de sa solitude, Hélène avait appelé Élise. Elles se retrouvèrent au Grillon, le café de la place qui sentait bon le café torréfié et le croissant chaud. Assises à leur table habituelle, Hélène raconta tout, la voix basse, presque honteuse.
Elle parla du silence d'Antoine, de la consultation avec Maître Lefebvre, et de ce sentiment terrible d'être une mauvaise mère parce qu'elle doutait de son propre fils. Élise l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant au fil du récit. Quand Hélène eut fini, sa voisine posa sa tasse avec un bruit sec sur la soucoupe. Une mauvaise mère ? Hélène ouvre les yeux. Une mauvaise mère, c'est celle qui élève un enfant pourri gâté qui, à 40 ans, essaie d'escroquer sa propre mère. Il est ton fils, je le sais. Mais il se comporte comme un prédateur qui flaire une proie. Famille ou pas, un loup reste un loup. Tu as travaillé toute ta vie, Jean-Luc aussi. Ce que vous avez construit, c'est le fruit de vos sacrifices. Ce n'est pas une tirelire dans laquelle il peut piocher quand ça lui chante. Tu ne lui dois rien d'autre que l'amour que tu lui as déjà donné. Maintenant, tu te dois de te protéger. Les mots étaient brutaux, directs, mais ils étaient un baume pour l'âme tourmentée d'Hélène. Ils n'effaçaient pas la douleur, mais ils dissipaient le brouillard de la culpabilité. C'est en rentrant chez elle, l'esprit plus clair mais le cœur lourd, que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Pensant à un démarchage, elle ignora l'appel. Mais il sonna de nouveau, avec insistance. Elle décrocha, prête à répondre sèchement. Allô ? Une voix de femme, douce et hésitante, répondit, Madame Dubois ? C'est Chloé Lambert. Le nom fit l'effet d'un électrochoc. Chloé. La seule petite amie d'Antoine qu'elle avait vraiment aimée, une jeune femme brillante et profondément gentille, que son fils avait quittée sans un mot d'explication des années auparavant. Ce souvenir positif la désarma. Chloé, mon Dieu. Quelle surprise. La voix de Chloé était prudente, chargée d'une gravité qui mit Hélène en alerte. Je suis sincèrement désolée de vous appeler à l'improviste. Je ne savais pas si je devais le faire. Elle expliqua qu'elle était devenue juriste dans un cabinet spécialisé en immobilier de luxe. Un dossier est passé sur mon bureau, une grosse transaction sur une villa à Saint-Tropez. Et j'ai vu le nom d'Antoine comme acquéreur potentiel. Elle marqua une pause, choisissant ses mots. Hélène, je me souviens de votre gentillesse. Vous m'aviez traitée comme votre propre fille. C'est pour ça que je me permets. Quand nous étions ensemble, Antoine avait déjà des problèmes avec l'argent. Une tendance à vivre bien au-dessus de ses moyens, à cacher ses dettes. Il était très doué pour ça. S'il vous plaît, soyez prudente. Chaque mot de Chloé était un écho aux propres craintes d'Hélène, une confirmation venue du passé qui rendait la menace bien réelle. Ce n'était plus une intuition, c'était un schéma de comportement. Chloé sentit le silence pesant d'Hélène et, après une profonde inspiration, elle fit son offre. J'ai gardé des contacts dans le milieu bancaire et juridique. Je peux me renseigner discrètement, savoir si son dossier de prêt a au moins reçu un accord de principe. C'est la moindre des choses. Mais je ne le ferai que si vous me le demandez. Hélène est debout, dans sa cuisine silencieuse, le téléphone collé à l'oreille, face à un choix terrible, rester dans une ignorance incertaine, ou autoriser une femme du passé de son fils à enquêter sur lui, un acte qui ressemble à une trahison ultime mais qui est peut-être sa seule voie de salut. Si vous êtes toujours avec nous, captivé par la situation de plus en plus tendue d'Hélène, n'hésitez pas à commenter avec le chiffre 1 juste en dessous, pour nous montrer que vous suivez son histoire à ses côtés. Et si vous découvrez notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Votre soutien est notre plus grande motivation et nous permet de continuer à créer pour vous des histoires riches et inspirantes. Sans plus attendre, retournons à l'histoire pour découvrir quelle décision, la plus difficile de sa vie, Hélène s'apprête à prendre. La vérité, lorsqu'elle arriva enfin par un appel de Chloé, était plus froide et tranchante que tout ce qu'Hélène avait pu imaginer, et elle lui inspira non pas la peur, mais une lame de pure, froide résolution. Après avoir raccroché avec Chloé la première fois, Hélène avait passé une journée entière à peser sa décision. Donner son accord pour cette enquête clandestine lui semblait être l'ultime trahison, un acte d'espionnage contre son propre sang. Mais ne rien faire, n'était-ce pas une trahison envers elle-même, et envers la mémoire de Jean-Luc ? Le soir, assise dans le silence de son salon, son regard se posa sur une photo encadrée sur la cheminée, Antoine, à 8 ans, tout sourire avec une dent en moins, tenant fièrement un petit poisson au bout de sa ligne de pêche, Jean-Luc accroupi derrière lui,
le visage rayonnant de fierté. Une vague de chagrin la submergea. Le garçon sur la photo, innocent et joyeux, était un étranger, un fantôme d'un passé révolu. L'homme qui lui demandait aujourd'hui de sacrifier son avenir n'était plus cet enfant. C'est cette douloureuse prise de conscience qui la décida. Le lendemain matin, d'une main ferme, elle rappela Chloé. « Faites-le, dit-elle simplement, sa voix ne tremblant pas. L'attente fut courte mais insoutenable. Pendant 48 heures, chaque sonnerie de téléphone lui fit l'effet d'une décharge électrique. Elle essaya de s'occuper dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes avec une vigueur inhabituelle, mais son esprit était ailleurs. Quand le téléphone sonna enfin, elle sut, avant même de voir le nom de Chloé s'afficher, que sa vie était sur le point de basculer. Chloé fut directe, mais sa voix était empreinte d'une profonde compassion. « Hélène, j'ai les informations. Et, elles ne sont pas bonnes. » Elle expliqua, avec des termes clairs et précis, que le dossier de prêt d'Antoine n'avait même pas été officiellement soumis, il avait été rejeté lors d'une préétude à cause d'un taux d'endettement bien trop élevé. Mais le pire était à venir. Il a versé un acompte non remboursable de 50 000 €, Hélène. Cet argent sera perdu s'il n'obtient pas un financement d'ici vendredi. Il ne vous demande pas de l'aide pour réaliser un rêve. Il vous demande de le sauver d'un désastre financier qu'il a lui-même créé. Hélène écoutait, silencieuse, le combiné froid contre son oreille. La peine était là, vive et profonde, mais elle était recouverte par une couche de glace. La manipulation, les mensonges, tout devenait clair. Elle remercia Chloé, lui promettant de ne jamais oublier son aide, puis raccrocha. Elle resta un long moment immobile, regardant par la fenêtre sa maison, son jardin. Son sanctuaire. Sa forteresse. Quand Antoine l'appela 1 heure plus tard, sa voix enjouée et faussement décontractée, elle répondit avec un calme qui le surprit. « Maman, nous passons te voir en fin d'après-midi, pour finaliser tout ça. Prépare le café. » Il n'attendit pas sa réponse. Elle passa le reste de la journée à se préparer, non pas comme une mère recevant son fils, mais comme un général préparant une bataille décisive. Elle rangea les biscuits qu'elle avait achetés et sortit de simples verres à eau. Elle s'assit dans le fauteuil de Jean-Luc, celui qui lui faisait face, et non à côté de lui. Elle attendait. Ils arrivèrent à 17 heures précises, arrogants et sur deux. Antoine tenait une mallette en cuir qu'il posa sur la table basse avec un claquement sec. « Maman, nous n'avons plus beaucoup de temps. La banque nous attend. Nous avons besoin de ta signature aujourd'hui. » Isabelle souriait, déjà victorieuse. Hélène ne les laissa pas continuer. D'une voix posée, elle déclara « Il n'y aura pas de signature. » Le sourire d'Antoine se figea. « Pardon ? C'est une mauvaise blague ? » « Non, » répondit Hélène. Elle le regarda droit dans les yeux. « Avant d'aller plus loin, j'ai quelques questions. Par exemple, sur l'acompte non remboursable de 50 000 € que tu as oublié de mentionner. » Le visage d'Antoine se vida de toutes couleurs. Isabelle cessa de respirer. « Qui t'a dit ça ?» balbutia-t-il. « Tu m'as espionné ? J'ai simplement cherché à protéger ce que ton père et moi avons passé une vie à construire, rétorqua Hélène, sa voix gagnant en force. J'ai aussi appris que la banque avait déjà refusé ton dossier à cause de tes dettes. Tu ne m'as pas demandé de t'aider, Antoine. Tu as essayé de me piéger pour que je paie pour tes mensonges. » La fureur déforma les traits de son fils. « Mes mensonges ? Tout ce que je fais, c'est pour ma famille. Pour te rendre fière. Et toi, tu restes assise sur ton tas d'or comme une vieille avare égoïste. » Hélène se leva, sa voix stable et claire, dénuée de colère mais pleine d'une finalité irrévocable. « Ma maison, mes économies, l'héritage de ton père, ils ne sont pas à vendre pour payer tes mensonges. La réponse est non. Maintenant, je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison. » Alors qu'il était contraint de sortir, Antoine se retourna, le visage tordu de fureur, et grogna. « Tu le regretteras. Je te le jure sur ma vie, ce n'est pas fini. Tu t'es fait une ennemie puissante aujourd'hui, maman. » L'enveloppe officielle du tribunal judiciaire semblait plus lourde que n'importe quelle facture, c'était la déclaration que son fils la considérait désormais non plus comme sa mère, mais comme son adversaire. L'huissier,
Un jeune homme aux yeux compatissants, avait à peine murmuré une excuse avant de lui tendre le document. Hélène le prit sans trembler. La peur avait laissé place à une sorte de calme glacial. Elle n'était plus une victime effrayée, mais une femme se préparant à la guerre. Sur les conseils de maître Lefebvre, elle engagea une avocate réputée pour sa ténacité, maître Valérie Dubois, une homonymie ironique qui ne lui échappa pas. Le salon d'Hélène se transforma en quartier général. Élise, pragmatique et organisée, triait les papiers, tandis que Chloé, par téléphone depuis Paris, apportait son expertise juridique, guidant leurs recherches. Ce fut elle qui trouva la mine d'or, les comptes Instagram et Facebook d'Isabelle, laissés en accès public par pure arrogance. Des dizaines de photos étalaient leurs vacances à l'île Maurice, leurs week-ends à Rome, des sacs de luxe et des dîners dans des restaurants étoilés. Chaque cliché était une insulte, une preuve criante de leur mensonge. Elles imprimèrent tout, chaque image devenant une pièce à conviction dans l'arsenal d'Hélène. Le jour du procès, une lumière grise filtrait à travers les hautes fenêtres du palais de justice d'Aix-en-Provence. Avant d'entrer dans le prétoire, Hélène ajusta le col du tailleur sobre qu'elle portait à l'enterrement de son mari. Elle se préparait une fois de plus à une journée de deuil, mais aussi de combat. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était pesante. Le bois sombre des lambris et le silence solennel semblaient absorber tout espoir. Antoine était assis au premier rang, seul. Il portait un costume légèrement trop grand qui semblait loué pour l'occasion. Son visage était un masque de fausse confiance. Isabelle, comme Hélène s'y attendait, n'était pas venue. Mais dans la galerie du public, trônait Madame Garnier, le menton haut, le regard méprisant, prête à assister à la victoire de son clan. En face, Hélène était entourée par la présence silencieuse mais indéfectible d'Élise et de maître Lefebvre. L'audience commença. Appelé à la barre, Antoine livra son récit, une complainte soigneusement répétée. Il parla d'une promesse verbale sacrée, d'un engagement moral que sa mère avait trahi par pure avarice. Il alla jusqu'à verser une larme en évoquant le rêve brisé de ses enfants, des petits-enfants qu'Hélène ne voyait presque jamais. Puis vint le contre-interrogatoire de maître Dubois. Elle s'approcha lentement, sa voix douce mais précise comme un scalpel. « Monsieur Dubois, pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez versé un acompte non remboursable de 50 000 € avant même d'avoir obtenu un accord de principe de la banque ?» Antoine balbutia, parla d'une opportunité à ne pas manquer. L'avocate enchaîna, « Et pouvez-vous nous confirmer que vos relevés bancaires, que nous avons ici, montrent que vous étiez à découvert le jour où vous avez signé ce chèque ?» Le visage d'Antoine vira au rouge. Le témoignage de Chloé fut dévastateur. Calme, professionnelle, elle ne montra aucune animosité, seulement des faits. Elle décrivit en détail le schéma de comportement financier d'Antoine qu'elle avait connu, la tendance à contracter des crédits à la consommation pour financer un train de vie luxueux, l'art de dissimuler les dettes. Le coup de grâce fut la présentation des preuves visuelles. Sur un grand écran installé face au juré, maître Dubois fit défiler les photos extraites des réseaux sociaux d'Isabelle. On y voyait le couple posant sur un yacht, sabrant le champagne, exhibant des montres de luxe. La dernière photo, postée seulement 3 jours avant la demande de garantie, montrait Isabelle avec un sac à main coûtant plusieurs milliers d'euros, avec la légende « Petit plaisir pour se remonter le moral ». Un murmure parcourut la salle. Le contraste entre le train de vie affiché et le récit larmoyant d'Antoine était grotesque. Ce fut trop pour Madame Garnier. L'humiliation publique était la pire des sentences. Elle se leva d'un bond, le visage déformé par la rage, et hurla en direction d'Antoine, « Imbécile! Espèce de raté! Tu as ruiné ma fille! Tu nous as couverts de honte! » Le chaos éclata. La juge frappa de son marteau, sa voix tonnant, « Silence! Ou je fais évacuer la salle. » Une fois le calme revenu, un silence glacial s'installa. La juge retira ses lunettes, massa ses tempes, puis fixa Antoine avec un dégoût palpable. Elle prit la parole, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Monsieur Dubois, cette cour a rarement vu une plainte aussi déplacée. Vous avez tenté de manipuler votre mère pour qu'elle répare les conséquences de votre propre imprudence et de votre vanité. » Elle le regarda fixement. « Votre plainte est donc non seulement rejetée, mais qualifiée de frivole et vexatoire.
Vous êtes condamné à payer l'intégralité des frais de justice engagés par votre mère, la défenderesse. Elle marqua une pause, laissant le poids de la sentence s'installer. Mais elle n'avait pas terminé. Elle se pencha vers son micro, sa voix résonnant dans le silence de mort de la salle. De surcroît, ce tribunal transmet l'intégralité de ce dossier au procureur de la République. Il existe des motifs raisonnables de penser qu'une infraction pénale, à savoir un abus de faiblesse, a pu être commise à l'encontre de Madame Dubois. Dans le calme des semaines qui suivirent le procès, Hélène découvrit que la victoire ne ressemblait pas à des applaudissements, mais au silence paisible de sa propre maison, enfin libérée des fantômes de la cupidité. Les premiers jours, un flot de messages et d'appels de connaissances curieuses l'avait submergée, mais elle avait laissé le répondeur faire son travail. Lentement, la rumeur s'était tue, et la vie avait repris son cours. C'est un après-midi ensoleillé, alors qu'elle et Élise prenaient le thé dans le jardin, que les dernières nouvelles lui parvinrent. Isabelle a demandé le divorce la semaine dernière, annonça Élise doucement, en posant sa tasse. Elle est repartie vivre chez sa mère. Quant à Antoine, l'enquête du procureur suit son cours. Il a perdu son travail, et plus personne à Aix ne veut entendre parler de lui. C'est un paria. Hélène regarda les roses de son jardin, leurs couleurs éclatantes semblant presque indécentes face à la noirceur de ses nouvelles. Elle ne ressentit aucune joie, aucune once de triomphe. Seulement une tristesse infinie et profonde, le deuil d'un fils qu'elle avait perdu bien avant ce jour. Il a tout détruit, Élise, murmura-t-elle. Pour un rêve qui n'était même pas le sien. Quelques jours plus tard, en rangeant la vieille cabane à outils de Jean-Luc, elle retrouva une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, soigneusement pliée, un sachet en papier jauni sur lequel l'écriture de son mari était encore lisible, en colis des Alpes, 2015. Un souvenir d'une de leurs dernières randonnées en montagne. Il avait toujours dit qu'il les planterait un jour, pour avoir un coin de leur chère montagne dans leur jardin provençal. Il n'en avait jamais eu le temps. Hélène serra le sachet dans sa main. C'était un signe. Au lieu de laisser son jardin en jachère, envahi par le souvenir amer de la trahison, elle allait y planter une nouvelle vie, un avenir enraciné dans l'amour du passé. Cet acte simple et symbolique fut le début de sa reconstruction. Le mois suivant, elle prit rendez-vous avec Maître Lefebvre. Dans son bureau solennel, elle lui annonça sa décision, d'une voix claire et assurée. « Je veux modifier mon testament. Je souhaite que la majorité de mes biens soit utilisée pour créer une fondation au nom de mon mari. » Le notaire la regarda, impressionné. « Une fondation ? » ?»« Oui, confirma Hélène. « La fondation Jean-Luc Dubois. Son but sera d'offrir une aide juridique et un soutien aux personnes âgées victimes d'abus financiers de la part de leurs proches. Mon expérience m'a coûté un fils, mais elle m'a ouvert les yeux sur la détresse de ceux qui n'ont personne pour les défendre. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux utiliser ce qu'il me reste pour protéger l'avenir des autres. » Maître Lefebvre hocha la tête, un profond respect dans le regard. L'héritage d'Hélène et Jean-Luc ne serait plus un simple patrimoine matériel, mais un bouclier pour les plus vulnérables. Le printemps suivant arriva, baignant la Provence d'une lumière nouvelle. Le jardin d'Hélène était méconnaissable, vibrant de couleurs. Et dans un coin, près du vieux banc de pierre, un massif de délicates fleurs violettes et bleues s'était épanoui, les encolis de Jean-Luc. Assise au soleil, Hélène tenait une lettre à la main. C'était le premier rapport d'activité de la fondation. Elle lisait le témoignage d'une femme de Marseille, une veuve de 82 ans que son neveu avait tenté de dépouiller. Grâce à l'avocat de la fondation, écrivait-elle, j'ai pu garder ma maison. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne connais pas le visage de Jean-Luc Dubois, mais je prie pour son âme chaque jour. Hélène termina la lettre, et une seule larme, chaude et libératrice, roula lentement sur sa joue. Elle leva les yeux, son visage rempli non pas de tristesse, mais d'une grâce sereine et puissante. De l'autre côté de la rue, Julien le boulanger sortit de sa boutique et lui fit un grand sourire en lui adressant un signe de la main. Elle lui répondit de la même manière, un sourire sincère aux lèvres, véritablement en paix. Sa maison était toujours la sienne. Ses souvenirs étaient intacts. Sa paix était inébranlable. Elle était seule, mais plus jamais solitaire, gardienne d'un magnifique jardin et d'un héritage désormais sauf et inaltérable.